Le provincial peut-il ordonner l'arrestation immédiate d'un officier? C'est une question qui mérite d'être posée en faisant allusion à cette vidéo qui fait les tours du monde sur les réseaux sociaux, où vous voyez le ministre Gérard Mulumba, ministre de l'Environnement, ici dans la ville-province de Kinshasa, ordonner l'arrestation immédiate d'un officier des FARDC lors d'une altercation entre les deux. L'officier qui réclamait dans cette opération que la destruction de sa maison, alors qu'il a des documents, qu'il a acheté en bonne et due forme sa maison. Le ministre a ordonné son arrestation. Aujourd'hui, on se dit, le FARDC qui dépendent du pouvoir central, le président de la République étant les garants de la nation, mais aussi le commandant suprême, ça veut dire que les FARDC dépendent du président de la République. Comment un ministre provincial peut-il ordonner l'arrestation d'un officier? Est-ce que le ministre provincial a-t-il violé les droits congolais? Est-ce que ces ministres aujourd'hui, si cet officier parti au niveau de la justice, mérite d'être arrêté pour avoir ordonné son arrestation? Mesdames et messieurs, on en parle dans cette édition spéciale avec Maître Sédik Antumba. Il est doctorant à l'université de Kinshasa, mais aussi secrétaire des consommateurs lésés. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser, d'essayer d'avoir des réponses quant à ces questions que nous nous sommes posées au rudiment de cette émission. Mais aussi, vous savez aujourd'hui qu'il y a un professeur qui a été tué lâchement au niveau de l'université de Kinshasa. Les professeurs aujourd'hui réclament, demandent qu'on puisse les autoriser, on puisse légaliser le port d'armes pour les professeurs d'université. Est-ce qu'une bonne décision? Est-ce qu'une bonne manière de penser dans un pays comme les nôtres? On en parle. Maître Sédik, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Daniel Roland, je vous remercie tant de l'invitation et remerciements cordiaux à tous ceux qui fixent leur attention sur la présente émission. Alors, des primes d'abord, avant de répondre à toutes ces questions posées, avant de donner la parole à Maître Sédik Ntumba, on va suivre cette vidéo, ce qui a été cette altercation entre le ministre Gérard Mulumba et cet officier de FARDC. Ah, bah, pesa qui au 13 000 $. Mais bah, il y a 13 000 Bien, c'était chaud de ce côté. Vous avez vu cette vidéo, cette altercation entre le ministre Gérard Mulumba et cet officier de FARDC. Mais c'est dit qu'aujourd'hui ça fait débat. Les gens se posent des questions comme celle de savoir est-ce qu'un ministre provincial a-t-il de l'autorité hiérarchique vis-à-vis de l'armée par rapport à cet acte que le ministre provincial de l'Environnement a posé, ordonnant l'arrestation immédiate de cet officier qui réclamait ses droits par rapport à ce qui a fait les gouverneurs et comment la ville-province de Kinshasa à travers son ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland, pour la question. Je crois que notre armée doit être dotée d'un personnel sérieux, d'un personnel triffé ou pétri des sciences pour permettre à notre armée de comprendre, ou c'est-à-dire au personnel de l'armée, de comprendre certains actes qu'il pose, d'être en réalité lucide. Pourquoi je dis ça? Justement parce que le militaire qui accompagnait
Monsieur Gérard Moulumba, c'est Monsieur Léon Moulumba, Léon Moulumba plutôt, ont considérablement ignoré que, quelque flagrante soit-elle, l'infraction commise ne peut pas donner lieu au fait que celui qui en est victime puisse s'en rendre justice. Comme pour dire, sauf dans l'hypothèse d'une légitime défense. Mais en effet, il est notoirement connu que nul ne peut se faire justice à soi-même. C'est lui, dans l'hypothèse de l'espèce, nous avons le ministre Léon Moulumba qui prétend être victime d'une certaine diffamation que le capitaine a compté à son endroit sous prétexte qu'on aurait graissé la patte à sa dent parce qu'il aurait laissé un immeuble qui venait bien avant le capitaine. Il n'a pas démoli cet immeuble. L'immeuble du capitaine était très largement distancé du fleuve, des lits, n'est-ce pas, sur lesquels même des lits aussi bien mineurs que majeurs. Et puis du coup, le ministre vient prétendre que le capitaine a effectué des constructions anarchiques. Dans cette altercation, dans ces débats, dans ces discussions, il s'est fait que le capitaine a dit ce que tout le monde lui dit tout bas. Parce que le capitaine occupe un très large terrain, un terrain très étendu sur cet espace-là. voilà. Maintenant, le ministre est venu pour démolir la maison du capitaine. En effet, le capitaine, il s'appelle le capitaine Manguite Wassido Mathieu. Un citoyen généreux, un citoyen qui ne cherche pas à gagner sa vie par des activités criminelles injustes. Un citoyen qui n'est victime que de l'injustice sociale. Un citoyen, en tout cas, qui est amplement de bonne foi. Monsieur le capitaine Manguite Wassido Mathieu avait construit un immeuble de, en tout cas c'est R+1. Et puis, dans la même parcelle où il avait construit un immeuble de R+1, il construisait aussi un immeuble de R+4, c'est-à-dire de 4 niveaux. Mais celui de 4 niveaux n'était pas encore achevé. C'est celui de R+1 qui était déjà fini. Alors, quand il construisait, il a fini les R+1, le ministre est venu pour démolir. Mais dans l'enceinte de la concession, où la démolition devait être faite, le ministre avait visé l'immeuble du capitaine. En effet, dans cette histoire, l'immeuble du capitaine est contigu ou rattaché avec la concession de GG Mart. C'est-à-dire, quand vous contournez GG Mart par derrière des Monjiba, par derrière, vous allez trouver une parcelle qui a essayé de serpenter un peu le long de GG Mart là par derrière. Et puis, il n'y a rien dedans, mais c'est bien clôturé quand même. Et puis, après cette concession, c'est le même capitaine Manguite Wassido Mathieu qui a remblayé, vous voyez, tout cet endroit-là pour permettre à ce que le véhicule qui passe aux fins de construction de son immeuble puisse arriver jusque dans sa concession. Mais, quand il a fait tout ça, ça profitait aussi à certains voisins. Alors, du coup, il y a plusieurs autres constructions qui sont largement distancées de celles du capitaine. Le capitaine, je le dis, il est rattaché à l'immeuble de GG Mart. Le ministre vient pour démolir, sous prétexte qu'il y aurait construction anarchique,
sous prétexte qu'ils auraient construit sur les lits mineurs, machin. Et quand il vient le faire, le capitaine a essayé de s'investir, enfin, il a essayé de contredire le ministre, de s'opposer contre le ministre par le fait de la non-transparence, de l'injustice. Parce que il y a le général Cab qui a construit, quand vous laissez le fleuve, vous venez jusque là où, avant d'arriver jusque là où il y avait les capitaines, même à plus de 100 mètres, vous remarquez que le général avait construit son immeuble là. Le même général, lors de la construction, lui, il avait au moins de militaires qui protégeaient sa concession. Ce qui a fait que son immeuble, qui était très rapproché ou approximatif du fleuve, était épargné. Le ministre n'a pas essayé à tout le moins à montrer ses ailes de compétences de rigueur au général. Parce qu'il a compris qu'avec le général, il y aurait des altercations qui pourraient déboucher sur des coups de feu autres. Il part les faire chez les maillots les plus faibles. Il va maintenant chez celui considéré le plus faible. Mais avant d'en arriver là, il y a d'autres immeubles qui étaient épargnés. Les immeubles en question épargnés sont rapprochés du fleuve. Mais non, les capitaines disent non, mais c'est pas sérieux. Si vous voulez vous en prendre à mon immeuble qui est rattaché à GG Marthe, qui se trouve à plus, je le précise bien, de 300 mètres du fleuve, vous devriez me dire comment devriez-vous commencer à un immeuble qui est à plus de 300 mètres du fleuve pour laisser ceux qui se trouvent à moins de 100 mètres du fleuve. Alors, de cette injustice sociale, comment puis-je laisser mon immeuble être démoli? Parce que face à une injustice pareille, la désobéissance civile est l'arme la plus fatale, est l'arme la plus adéquate. Alors, le capitaine a demandé à ceux qui viennent avant lui, dont les immeubles ont été épargnés, qu'on lui dise qu'est-ce qu'ils ont fait pour que l'immeuble-là soit, leurs immeubles soient épargnés. On a rapporté au capitaine ce que peut-être le ministre ne sait pas. Entre guillemets, il y aurait même des vidéos. Des vidéos pour la situation qui a consisté à ces graissements de la pâte à la dent du ministre Léon Moulumba. Le capitaine s'en est investi mieux et le ministre Léon Moulumba, les gens qui occupent ces immeubles ont rapporté au capitaine, puisque mécontent de certaines démolitions injustes, de certaines démolitions disproportionnées, alors ils ont rapporté au capitaine que si vous voulez que votre immeuble soit épargné, nous, excusez-moi, nous avons donné 13 000 $. Le capitaine, militaire qu'il soit, vivant par des moyens très faibles, les moyens de bord, avec son salaire de capitaine, lui qui a subi pour ses pays des balles dans son corps, il s'est engagé parfois à un sacrifice suprême, c'est-à-dire livrer ma vie pour la nation. Il a des balles sur son bras gauche. Mais il voit son immeuble être démoli, il va en finir où? Le même capitaine en a été plusieurs fois victime. Il était propriétaire d'un immeuble de 2 niveaux au cimetière de Kassavubu, là où il y a actuellement Kin Marché et autres. Cet immeuble, sous prétexte qu'on va construire les conseils d'État sur toute l'étendue du cimetière, qui représentait presque 2 hectares, on démolit tous ces gens-là. Sous prétexte de la construction de l'immeuble des conseils d'État, on remarque qu'après avoir été victime, après qu'il a été victime
de la démolition injuste au niveau des cimetières de Kasavubu, derrière Kinmarché là, l'endroit a été concédé à Kinmarché. L'endroit a fait l'objet de ventes en cascade à des particuliers autres que eux, des endroits qui ont été destinés normalement à être confiés au Conseil d'État. Sous prétexte de donner au Conseil d'État l'espace où on est venu poser la pierre, la première pierre pour présenter la construction qui se fera. Les capitaines ont vu des ventes et autres, et puis on a donné au Conseil d'État que 20 mètres sur 40. Donc vous comprenez que nous sommes dans un État où l'injustice sociale bat son plein. L'on veut coincer, voyez-vous, le petit peuple, ce qui n'est pas assez normal. Alors aujourd'hui, lorsque les gens veulent râler, d'ailleurs cet endroit-là, M. Daniel Roland, le cimetière de Kasavubu, a fait l'objet d'une expulsion généralisée des occupants par la simple réquisition du procureur général, alors qu'en réalité, les gens qui occupaient ces endroits étaient déjà munis des contrats de location ainsi que des titres réguliers. Il en est parti de même, où le même capitaine Mangite Wassido Mathieu, qui était victime de la démolition généralisée à Kasavubu, au cimetière de Kasavubu, sous prétexte d'ériger le Conseil d'État sur une étendue de 2 hectares, alors que le Conseil d'État n'a eu que 20 mètres sur 40 et que le reste de l'étendue a été vendu à des particuliers. La fraude sur fraude, comme il y a eu des parapluies, les capitaines étaient dépourvus. Il ne pouvait pas s'arroger des pouvoirs qu'il n'avait. Il a laissé, son immeuble de 3 niveaux était démoli, écroulé. On vient derrière GG Martz. Le même capitaine Mangite Wassido Mathieu, il achète l'espace de 30 mètres sur 30 et un autre espace de 15 mètres sur 45. En effet, les espaces achetés n'ont pas été achetés par le capitaine au travers le coutumier. Lui, le capitaine Mangite Wassido Mathieu, a trouvé les propriétaires des endroits munis des contrats de location que l'État donne aux particuliers pour mettre en valeur les terrains. Donc c'est l'État lui-même qui lui a vendu, en outre, ces terrains. Exactement. Ça veut dire quand il a acheté auprès du particulier, il trouve le particulier avec le contrat régulier de l'État. Il part au service de cadastre. Le cadastre lui dit, non, exactement, ce terrain-là est valide, vous pouvez l'acheter. Il achète. Il demande la mutation. On opère la mutation. Mais comment comprendre que mutation opérée, Léon Moulumba vient prétendre qu'il y a construction anarchique et qu'il faut démolir. Alors que l'autorisation a été donnée par un ministre central. Mais maintenant, c'est le ministre provincial qui vient avec une autre décision. Le ministre provincial Léon Moulumba, il s'arroge parfois des pouvoirs qu'il n'a. Déjà, quand il arrive, l'injustice ne pouvait pas en réalité se chercher. Mais l'injustice s'est sautée aux yeux à partir du moment où il a épargné d'autres constructions. En effet, M. Daniel Roland, dans ces pays, la RDC, il existe la loi sur l'eau. Ça existe. Ah bon? Oui, exactement. La loi sur l'eau. Bien sûr. C'est la loi de 2013. Elle existe. Cette loi, en effet, prévoit la mesure à laisser ou à observer entre le bord de rivière ou de fleuve avec la terre. La mesure ou l'étendue terrestre à observer constituant une emprise, vous voyez, et légalement de 100 mètres. Les théories que le ministre Léon Moulumba est venu inventer sur place pour démolir à tout prix l'immeuble de M. Mangite Wassido Mathieu, en réalité, ce sont des théories truffées, ce sont des théories absolument brumeuses, absolument fumeuses.
Il dit non, il y a le lit minaire. D'ailleurs, là où on est avec toi, si on creuse, on trouverait l'eau. Sans bail juridique. Il ignore lui-même, en disant ça lui-même, il ignore qu'en effet, même si on creuse ailleurs, aux alentours de Gombe, 100 mètres ou 50 mètres, on trouvera de l'eau. Maintenant, si on va... Même là où on a construit l'immeuble du gouvernement, si on creuse, exactement, on va trouver de l'eau. Si on creuse même à 50 mètres, on trouvera l'eau. Alors, si on prend son hypothèse, qui, d'après lui, est logique, on doit alors démolir tout Gombe. Parce qu'il suffit de creuser à fond, à moins de 20 mètres à Gombe, vous trouverez l'eau. Alors, vous direz quoi? L'immeuble intelligent est construit à un espace très rattaché avec le boulevard. La mesure à observer entre le boulevard et de l'emprise est de combien de mètres? Si vous considérez l'immeuble intelligent, sa clôture et les boulevards, vous auriez une emprise de moins de 10 mètres, moins de 15 mètres. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas construction anarchique? Il faut commencer par démolir même l'immeuble. Vous comprenez que si on tient compte de sa logique selon laquelle, en creusant ici, on trouverait l'eau, en réalité, on risquerait de démolir tout Gombe parce que partout où on creusera à Gombe, on trouverait l'eau à moins de 20 mètres, à moins de 30 mètres. Même la présidence et la primatie, il faut démolir. Imaginez. Le ministre devrait à tout le moins savoir que lorsqu'on parle de 100 mètres à observer entre le rivière et la terre, en réalité, c'est à partir du bord, n'est-ce pas, du fleuve, du bord de la rivière, jusqu'à la terre, vous observez 100 mètres. En cas de débordement et autres, il y a des travaux qui peuvent se faire. Mais comment comprendre que le capitaine Manguito Wassido Maté, qui est à plus de 300 mètres, monsieur Daniel Roland, observons encore, si le ministre reproche au capitaine Manguito Wassido Maté la construction parce qu'il est rattaché à l'eau, GG Mart est construit où? GG Mart. Pourquoi n'a-t-il pas détruit la clôture de GG Mart n'observe pas la mesure d'emprise que nous devons observer entre la chaussée du boulevard avec la terre pour laisser l'emprise. Personne ne l'observe. Mais GG Mart est laissé tel quel. Personne ne lui reproche. Il y a même une école ici, Maître Cédric, pour vous relancer vers cette route qui amène vers Diplomate, Jewels. Si vous regardez la distance entre les macadam et l'école, il faut détruire cette école. Mais déjà, quand vous partez sur Avenue de la Gombe ici, vous remarquerez qu'entre Avenue de la Gombe, vous prenez la gauche, vers les petits ponts là, il y a un monsieur qui, je ne sais pas, peut-être il est hautement placé, il a érigé un pont pour que le véhicule puisse passer chez lui, et puis il a construit même un immeuble presque sur la rivière, très rattaché à la rivière. Les gens qui ont construit vers la rivière de la Gombe, sur Avenue de la Gombe, ils sont contigus avec la rivière. Ont-ils respecté l'emprise? On le leur reproche? Non. Là, on garde silence. Là, on ne fait pas quelque chose, on ne réclame pas. On ne réclame pas la construction anarchique. Mais quand il faut aller bousculer un pauvre citoyen, un capitaine, un militaire, qui vit des maigres moyens, qui souffre déjà par nature, et puis du coup, il faut aller là-bas, non, on peut démolir la maison du capitaine. Mais Henriette Ouamou, il est dans cette même concession. Ah bon? Le capitaine a rappelé que, monsieur le ministre, vous avez épargné monsieur Jean-Pierre Bemba qui a aussi une construction là, ah bon? En train d'être érigée. Henriette Ouamou, ils ont des constructions et autres. Pourquoi on ne les a pas touchés? On les a laissés. Et puis, on vient seulement se calfeutrer sur un capitaine qui a construit à un endroit qui est rattaché à GG Mart. Et puis, c'est à plus de 300 mètres. En effet, monsieur Daniel Roland, peut-être les gens ne le savent pas, je dois le dire. En réalité, le ministre ignore que lui n'est qu'un bouc émissaire. D'après nous, nous ne voyons pas le ministre comme quelqu'un qui vient pour pour procéder à la résorption du problème des constructions anarchiques. Vous voyez qui? Nous voyons le ministre comme un bouc émissaire, mais derrière lui, il y a quelqu'un. C'est qui? Parce que cette contrée-là, depuis la nuit des temps, le ministre
comment il s'appelle, le ministre ici qui vient de quitter Puis Mwabilu, qui était de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que le ministre Molendo Sakombi, qui était des affaires foncières, avait écrit un communiqué conjoint pour démolir les constructions de cet endroit-là, les qualifiant constructions anarchiques. Mais en effet, M. Daniel Roland, quand ils ont fait leur communiqué pour démolir tous ces endroits, les propriétaires de ces immeubles ont brandi des titres de propriété concédés par l'État. De telle manière que si l'on veut considérer cette contrée comme Bédengaliema, pour construire et autres, il serait mieux d'indemniser au moins ceux qui possèdent des titres réguliers concédés par l'État. Le ministre, en conseil des ministres, la question était discutée. On a levé l'option d'indemniser tous ceux qui occupent ces lieux-là. Donc, en matière d'expropriation pour utilité publique, dès lors que la personne occupe un endroit sur base d'un titre concédé par l'État, l'État ne peut pas en réalité créer du désordre, n'est-ce pas, dans l'illégalité. Non, on ne crée pas du désordre dans la légalité. Quelqu'un occupe légalement son bien, tu ne peux pas venir troubler sa jouissance. Alors, à la suite du communiqué conjoint, parce que la première ministre avait fait aussi une lettre allant dans le sens de la démolition. Les deux ministres avaient aussi fait leur communiqué conjoint. Mais comme le concessionnaire de cet endroit-là était muni de documents, ils ont saisi ils ont saisi la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour suspendre la démolition à venir. Alors, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, par voie de référé suspension, avait suspendu l'exécution du communiqué conjoint à effet décisoire de deux ministres, avait aussi, dans son temps, le tribunal aussi de grande instance fut saisi à l'époque, mais la cour, que je sache, il y a la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui était saisie. Maintenant, la vérité est la suivante dans ces dossiers. Il y a M. Oubuira. C'est qui encore, M. Oubuira, c'est celui qui occupe une très grande concession, en tout cas, non pas du côté là où capitaine Manguite Wassido Mathieu est, mais là où la première ministre réside. Si vous contournez, il y a la concession de M. Oubuira. M. Oubuira, comme notre pays est dominé par l'inertie des autorités, qui ne parviennent pas à faire leur travail comme il se doit, qui laissent les citoyens poser des actes jusqu'à leur aboutissement et puis venir brandir des lois de la République et autres, on ne va pas estomper les mauvaises allures des citoyens au travers à la genèse de leurs actes, mais on attend que les actes puissent être posés. Qu'est-ce qu'il fait? M. Oubuira a construit son espace qui est presque de 40 mètres, mais M. Oubuira, quand il met du paquet en jet, il met l'argent en jet, il commence à remblayer le fleuve. Parce que là où il se trouve, le fleuve n'est pas largement distancé de lui. Il remblaye le fleuve, M. Daniel Roland, à plus de 15-30 mètres, il vend. À 150 000 $, 200 000 $ selon les cas, il va vendre 15 mètres sur 10, à 150 000 $. Alors, comme il y a eu plusieurs clients qui achetaient auprès de lui, il s'en est attribué avec un numéro cadastral qui est venu d'après. 2000 quelque chose ici, 2000 ans ici, 2010-2014, il vient avec son numéro cadastral 949 pour prétendre qu'il serait propriétaire de toute l'étendue. Alors que, à l'œil nu, il est démontré que M. Oubuira remblaye à petit feu, à petits pas, le fleuve pour récupérer l'espace. Alors là, le ministre n'envoie pas de construction anarchique. Il y a eu plusieurs immeubles construits là, vendus par Oubuira. Vous lui poserez la question, vous avez combien d'hectares? Il ne vous dira pas. Le même Oubuira, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut récupérer ces endroits, cet endroit-là, il met du paquet sur la table du ministre, sur la table des ministres et autres, pour que, que les autorités viennent se greffer derrière l'anarchisme, l'anarchie qu'il y aurait sur les constructions faites par des paisibles citoyens, de sorte que aussitôt il récupère ça sous prétexte d'anarchie, c'est Oubuira qui va récupérer. C'est ainsi que M. Manguite Wassido Mathieu, citoyen paisible congolais des pères et des mères,
a remarqué déjà que sa parcelle qui était presque à 100 mètres du fleuve, une autre parcelle bien entendu, à plus de 200 mètres du fleuve, a été remblayée par M. Ououira. C'est-à-dire, il avait déjà clôturé, mais M. Ououira vient, il remblait, il met la terre et autres, il planifie. Une fois les terrains à la forme très plate, Ououira vend les terrains. Alors, M. Manguito Wassido Mathieu a fait des plaintes, est parti à l'auditorat militaire pour trouver protection, rescousse, personne n'est venu. En effet, M. Manguito Wassido Mathieu a remarqué que Ououira est derrière ces dossiers parce que quand il veut, c'est lui qui est en train de remblayer le fleuve. Le ministre Léon Moulumba n'a pas cherché à tout prix à demander comment M. Ououira remblait le fleuve pour récupérer des parcelles à sa guise. Qui lui a donné les titres? Est-ce que les titres que détient M. Ououira, qui va jusqu'au fleuve, sous prétexte, ensemble-t-il, parce que ce sont des titres qui sont très récents, contrairement à ceux de capitaine Manguito Wassido Mathieu et de ceux des gens qui sont là-bas, qui ont des titres datant de 2000 ans. Comment M. Ououira peut-il remblayer le fleuve pour vendre les terrains à des particuliers? Est-il l'État? Le ministre ne se le demande pas non plus. Personne ne se pose la question. Mais vous remarquerez, Ououira est en train de remblayer. M. Manguito a perdu sa parcelle. Il a tous les documents en main, mais seulement M. Ououira a remblayé. Il est parti. M. Manguito a été arrêté à 18 h. Imaginez, M. Daniel Roland. M. Manguito a été arrêté lorsqu'il voulait réclamer sa parcelle dont Ououira avait remblayé. Lorsqu'il a voulu réclamer autre, M. Manguito Wassido Mathieu serait arrêté, manu militare, à 18 h, non pas par l'auditorat militaire, mais par l'inspectorat général des FARDC. Arrêté à la régulière comme dans un match de football. M. Manguito Wassido Mathieu, à l'issue de cette arrestation, il présente il a été entendu par l'inspectorat militaire qui se trouve vers le champ de tir là-bas, du côté président de la République. M. Manguito Wassido Mathieu a présenté tous ces documents. Les colonels ou les généraux qui l'entendaient, il lui dit, monsieur, vous avez des documents autres, mais moi j'ai reçu l'ordre de vous dire que pour vous laisser ici, il faut établir un acte d'engagement qui vous désengage de ces terrains. De telle manière que si vous voulez répondre des réclamations, vous devriez rester ici, vous ne serez pas libéré. Monsieur Manguito Wassido Mathieu était resté là de 18 h jusqu'à 23 h. C'est sa femme qui a demandé à monsieur le capitaine, comme Job avait demandé, comme la femme de Job l'avait demandé à Job d'haïr même Dieu, d'injurier Dieu. Mais cette fois-là, la femme de Manguito a demandé à Mathieu, est-ce qu'il n'y a pas moyen de renoncer à cette concession? Vous l'avez acheté en bonne et due forme. Alors, on a dit à Mathieu, vous avez affaire à un plus fort que vous. S'il n'est pas parti par des auditorat, il est passé par l'inspectorat. Rassurez-vous que ça, c'est une autre instance. C'est ainsi qu'à ces 23 h, M. Manguito fera un acte d'engagement devant ses généraux, pas le général qui était président de V-Club. C'est vrai que le président qui fut président de V-Club, il est l'autorité là-bas, mais c'était un autre. M. Manguito va établir un acte d'engagement pour dire à cet acte, pour dire dans cet acte que je prends l'engagement, malgré les documents qu'il avait, il avait les contrats de location, l'acte de vente, tout il avait. On a demandé à Ououira qui serait sa victime, qui prétend être propriétaire de cet endroit, de venir avec les documents. Mais Ououira n'était pas venu à l'issue de cette procédure, à l'issue de cette instruction. Il n'est pas venu, il n'était muni de rien du tout, rien. C'est lorsqu'on a demandé au général que Ououira vienne, il a dit, pour être libéré, il était devant la contrainte. Le capitaine va signer. Cette hypothèse que je vous raconte, ce n'est pas une supposition, ce sont des faits réels, faits établis.
le capitaine va signer un acte d'engagement à 23 h qu'il ne va plus réclamer la parcelle qu'il a bonnement achetée auprès de celui qui détenait un contrat de location et dont il avait fait opérer la mutation en son nom. Il va faire un acte d'engagement. Aussitôt l'acte d'engagement fait, malgré tout, devant des militaires, le général va prendre l'acte, il va envoyer la capture à Ouira. Et puis le général va libérer M. Mathieu. En réalité, c'est lui qui instruisait le dossier, ses filles, je crois bien, un major. Mais le major dépendait du général qui était appelé. Il y a même le conseiller juridique. Il fait auditeur militaire. Il est maintenant conseiller juridique à l'inspectorat. C'est lui-même qui nous a dit, mais monsieur, vous cherchez des problèmes assez qui ne peuvent pas en réalité, assez contre lesquels vous ne pouvez pas vous opposer. En réalité, c'est monsieur Manguito a renoncé à sa parcelle parce qu'il avait affaire à un plus grand que soi. Donc vous comprenez, monsieur Daniel Roland, dans cet état ici, où quelqu'un détient des documents réguliers, malgré ces documents-là, sa victime n'est pas venue. Et on fait de recherches, on découvre que sa victime a un contrat de location, de numéro 949, qui vient après, qui se superpose à ceux des anciens propriétaires. En réalité, son contrat est annulable. Parce que même dans le contrat de location, il y a un article 4 qui dit que ces contrats, s'il se révèle qu'il est en superposition avec d'autres, il sera annulé. S'il se révèle que ce contrat est concédé sur des terres déjà concédées, il sera annulé. Mais malgré tout ça, il a abandonné. Maintenant, ce monsieur-là, comme il a compris qu'il a profité, il a affaire à des autorités qui acceptent de victimiser la population civile. Il a affaire à des autorités qui acceptent de se graisser la patte à la dent au détriment des droits des citoyens. Parce que l'état des droits, c'est celui qui est fondé sur deux piliers. Le droit au droit et le droit au juge. Mais malgré tout ça, monsieur Daniel Roland, monsieur a renoncé à sa parcelle. Donc, ce monsieur était doublement victime. Jusqu'aujourd'hui, s'il veut réclamer sa parcelle-là, sa femme lui dit non, n'osez pas, vous avez signé un document à l'inspectorat militaire. Ça fait très mal, monsieur Daniel Roland. En même temps, vous remarquerez que, victime de son injustice, de l'injustice sociale, monsieur Manguito Assido Mathieu était, en tout cas, avait la tête près du bonnet, était au bout. C'est ainsi qu'il a dit au ministre, Otiki Bawana Ponanini, tu viens seulement me démolir. Alors que M. Manguito est à plus de 300 mètres. Si vous arrivez sur le lieu, vous remarquerez qu'il y a une injustice sociale. Comment comprendre, pour finir d'ailleurs sur la question, que, excusez, l'occupant d'une terre, dont le ministre ici, le gouvernement provincial, qui était défendeur dans une action pendante devant le juge, a été signifié d'un arrêt de suspension de démolition, ordonnant même ordonnant la restitution, vous voyez l'indemnisation des occupants. Le gouverneur, le ministre provincial a défié l'autorité de l'État, l'autorité du pouvoir judiciaire, alors que le jugement rendu s'impose à tout le monde. Et quand il vient défier, M. Manguito Assido Mathieu, face au jugement qui existe, face à l'arrêt de la cour d'appel qui existe, dont le gouvernement provincial en a été signifié, ne pouvait que s'opposer contre cet état des choses tant qu'il n'a pas été indemnisé. Quand on parle de la construction anarchique, la construction anarchique, on fait allusion à quoi? Y a-t-il un plan urbanistique qui est conçu et prévu, donné à la portée de tout le monde pour qu'on puisse respecter une certaine forme de construction, pour que les constructions aient une certaine configuration dans un tel ou tel autre lieu? Il n'y en a pas. Nul ne peut se prévaloir des propres turpitudes. Alors le ministre provincial, pendant que c'était le gouvernement provincial qui était impliqué dans la chose, le gouvernement provincial qui a été, le gouvernement central, excusez-moi, qui était impliqué dans la chose, qui en avait fait des communiqués, qui avait désisté face à cette sorte de choses, le ministre provincial vient. Pourquoi il vient? Pourquoi il a défié les arrêts? C'est parce que il y a des gens qui veulent
prendre cette concession sous prétexte de construction anarchique. C'est pourquoi, excusez, c'est pourquoi je vous ai dit qu'au cimetière, on a démoli sous prétexte que c'est la pension du Conseil d'État, mais les conseils d'État ont démoli 2 hectares pour ne donner Conseil d'État que 20 mètres sur 40. Nous sommes dans un pays où on doit normalement, l'État des droits, c'est un État où on doit protéger aussi le faible contre le fort. Alors, on n'est pas dans un État où la bourgeoisie ne fait que le bourgeois ne fait que victimiser les prolétaires. Ce n'est pas assez bon. Donc, j'estime pour ma part que monsieur le ministre, il en fait un peu de trop. Partez à Pakadjouma. Vous voyez, à Pakadjouma là-bas. Il se comporte de la même manière comme son frère à l'époque, vice-ministre, gouverneur de Kinshasa, Jekoko Mulumba. C'était la même chose. On a démoli les maisons des gens aujourd'hui. Ces gens-là n'ont jamais été indemnisés. Déjà, si les militaires nous suivent, à l'occasion d'ailleurs de cette omission, il faut le dire. Ouais. Le militaire qui avait touché les capitaines au corps, qu'il avait enlevé le chapeau. Militaire, ministre provincial à lobby. Tous ces militaires qui ont ignoré que si le ministre était victime des déclarations du capitaine, il devrait en effet, excusez-moi, si le ministre était victime, il devrait en effet se pouvoir devant des cours des tribunaux et autres ou devant l'auditorat militaire. Mais cependant, les militaires qui ont touché les capitaines au corps ont commis une infraction. Parce que il y a une infraction dans le code pénal militaire, l'infraction de violation des consignes. Non, un militaire ne peut pas, par ordre d'un civil, toucher l'autre corps, c'est-à-dire désacraliser l'armée, désacraliser la tenue militaire que les capitaines avaient portée. Ils ont commis la violation des consignes et l'arrestation arbitraire. Donc, voici un peu. Et d'ailleurs, vous voyez à Pakadjouma, toute cette contrée-là que le ministre provincial a démolie appartient à qui? En effet, ça appartient à l'ONATRA. Parce que ces gens occupent l'emprise de l'ONATRA. Mais il est venu le faire au nom de l'ONATRA. Malheureusement, les gens qu'ils ont chassés à l'intérieur, aujourd'hui, ils ont construit encore à l'extérieur, maintenant, tout près du Macadam. L'ONATRA est une société commerciale. Une SA. Donc, en tant que société commerciale, elle a une personnalité juridique. Si l'ONATRA croit démolir les gens qui occupent le lieu, elle ne va pas se faire justice. Il ne va pas se faire justice. Il va saisir le cours des tribunaux pour se faire. Et ça ne devrait pas passer, par exemple, via le gouvernement central, parce que l'ONATRA, c'est une société de l'État, dépendant du gouvernement central et non du gouvernement provincial. En tant que société de l'État, elle ne se confond pas à l'État dans la mesure où elle a une personnalité juridique. Elle a un budget propre, elle a tout lui est propre en fait. Seulement, M. Daniel Roland, en tant qu'ONATRA, le ministre est dépourvu de la qualité de venir démolir ce qui occupe l'emprise appartenant à l'ONATRA. Justement parce que le ministre provincial, quand il vient, comment va-t-il le faire au nom de l'ONATRA? Parce que lui, il n'est pas un personnel judiciaire qui a le pouvoir de démolir. Il s'est arrogé des pouvoirs qu'il n'a pas. Et puis quand il est parti démolir, en effet, il est fait en tant que PCA de l'ONATRA, en tant que DG de l'ONATRA. Non, ces gens-là occupent l'emprise de l'ONATRA. En tant que ministre provincial, au nom du gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa. Exactement. Maintenant, puisqu'il en est le cas, il ne doit pas ignorer qu'il y a des contrées où la propriété, n'est-ce pas, n'appartient plus au gouvernement provincial, mais appartient plutôt à des sociétés commerciales. Donc, l'ONATRA est une société commerciale. L'ONATRA peut saisir la justice comme société commerciale contre tous les gens qui occupent ces lieux-là. Il obtient le jugement de démolition, d'expulsion, d'exégrapissement. On va démolir tous ces mondes. Plutôt que de venir enlever. Donc, demain, il peut aussi venir dire, bon, écoutez, je fais partie du gouvernement provincial, il faut enlever ces rails ici pour le mettre à tel endroit. Il n'a pas cette compétence. Est-ce que ce ministre a-t-il même enfreint, ou bien
récupérer les responsabilités du ministre de la Défense parce qu'on dit que l'armée et les FARDC dépendent directement du gouvernement central. Ça veut dire du chef de l'État, à part la première ministre et les ministres sectoriels. Le président de la République étant les garants de la nation et les commandants suprêmes des forces armées, un ministre provincial qui ordonne l'arrestation d'un militaire comme ça, c'est normal. Non, c'est pas du tout normal. En fait, on est dans un système où, comme je vous ai dit tantôt, certains ministres acceptent qu'on les corrompe pour qu'ils puissent faire des choses contre la population civile. Je vous ai donné l'exemple le plus simple qui ne remonte pas d'aujourd'hui. Je vous donne l'exemple du cimetière de Kasavubu, n'est-ce pas? On a démoli toutes les constructions qu'il y avait là. Et puis je vous ai donné l'exemple des Ouira. Donc il y a toujours comme ça. Dans notre État, il y a parfois certaines personnes qui viennent pour mettre du paquet sur la table du ministre. Et quand le ministre a reçu, par exemple, un exemple, il reçoit 100 000, 200, 1 million de dollars. Même si cet endroit faisait l'objet de détention de titres réguliers, le ministre, il va se décarcasser pour que les gens qui occupent le lieu là puissent être expulsés. Et vous verrez après, il n'y aura aucune constriction. Les fameux Oubira dont on fait allusion ici, c'est un expatrié ou bien congolais? Bon, en fait, Oubira en question, c'est une société certes qui porte son nom. Je ne l'ai jamais vu, mais seulement, je le vois en train de... C'est une société. Quand vous partez à mon vous dites c'est une société, mais une société qui occupe de fleuves. Est-ce que si on considère le limite originaire du fleuve à l'endroit où le capitaine Oubira est, on va se retrouver dans un cas où Oubira n'aura que 20 mètres sur 20. Mais comme il n'y a pas de visite, comme il n'y a rien du tout, notre État, en tout cas, fait l'objet d'un certain immobilisme, vous voyez, d'une certaine euphorie. Donc, c'est un peu ça, M. Daniel Roland. Je vous ai dit qu'à l'autre là, vers les rails, pas Kadjouma, le ministre, oui, vous êtes ministre provincial, mais l'emprise de l'ONATRA, c'est à l'ONATRA de réclamer, c'est à l'ONATRA de faire. Alors, vous dites qu'il y a un peu des ordures partout et autres. Vous voulez faire, oui, exactement. Mais à cet endroit, vous avez fait une collaboration avec l'ONATRA pour démolir. Non, mais qui est victime en effet? Les victimes, c'est le gouvernement provincial, c'est le pouvoir central ou bien c'est l'ONATRA. Dans un contexte de propriété où on a érigé les rails pour une société qui doit gérer le chemin de fer, où il a aussi des emprises qui lui est accordée, s'il y a des gens qui viennent envahir cet endroit-là, la manière la plus propre pour les sermonner, ce serait justement passer par la voie la justice. Alors, le capitaine, par contrainte, il a signé cet engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est trop tard pour lui de faire la main en culpa, d'amener ces dossiers au niveau de la justice? Il pense qu'il a tous ces documents, même si on parle de la loi du plus fort, on parle du fameux Oubira, je ne connais pas si il est qui, si c'est qui là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est perdu totalement pour lui? Il ne peut pas amener ça au niveau de la justice aujourd'hui. Bon, en fait, ce n'est pas perdu, mais le problème c'est que quand vous les conseillez ainsi, il n'est pas seul, il a sa femme, il a ses enfants. Ses enfants ont peur, ils disent, mais écoutez, papa n'a biso ba kangi na 18h, 23h, il s'est signé mon candidat acte d'engagement. Il présente des documents où il est propriétaire, au lieu même que le major là puisse dire à son général et au conseiller juridique de l'inspectorat militaire que non, le monsieur est détenteur des titres réguliers. On ne peut pas l'arrêter autre, il faut qu'on les libère. Non, on lui dit si tu ne signes pas et si tu ne sors pas. Et puis, 23h, qu'est-ce qu'il va faire? Il a signé, malgré lui. Et c'est une histoire qui n'est pas inventée. J'étais là présent. Ah bon? Non, mais je vous dis, j'ai assisté ces messieurs devant à l'inspectorat. Vous l'avez assisté comme avocat? Je dénonce de pareilles hypothèses. Quand on l'a arrêté, la première personne qui l'a appelé, c'était moi. Je suis parti là. Sa femme était dépourvue de tout. Et lui-même, il dit, maître Nassan Dengelini, moi j'ai dit non, on ne signe pas. On ne signe pas. Si vous ne signez pas, il va rester là. Mais vous allez aller où? Vous partez à gauche et à droite, pas de solution. Alors, les conseillers juridiques de l'inspectorat judiciaire, l'inspectorat militaire, vous dit, vous cherchez des problèmes contre celui,
envers qui vous ne sauriez pas vous en sortir. Il faut éviter de signer document. Alors, entre la liberté du client et la signature du document, moi je lui ai dit, pour notre liberté, signons, on va attaquer l'acte. Il signe, on appelle Ouira pour lui dire qu'on a signé le document. Il n'y a pas de problème, libérez-les. Donc la justice était maintenant sous l'emprise d'un individu. Ou si vous ne signez pas un acte renonçant à vos propres droits, vous ne sauriez pas vous défaire de lui. Vous vous imaginez? C'est insensé. Et là, on est sorti à 23h00 de là pour libérer les capitaines. C'est un acte odieux qui marque une victimisation des pauvres, des prolétaires, n'est-ce pas, par des bourreaux. C'est pas normal. Donc, oh là 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 là. Et ça se passe sous l'état de droit. Je ne sais pas si le président de la République est au courant, mais s'il n'est pas au courant, le président doit être au courant de ça. Parce que c'est dans son pays où il y a des gens des plus forts aujourd'hui, on parle de diffamer Ouira. C'est qui oubliera, c'est qui oubliera. Oubliera. Donc, cet acte d'engagement existe jusqu'à aujourd'hui, M. Daniel Roland. Oh là là ça là existe. L'inspectorat militaire a le document là. Et les capitaines ne pouvaient plus. Et quand il veut même aller pour réclamer, il dit mais donc en réalité, quand la justice est sous l'emprise, n'est-ce pas, et sous la solde d'un individu, alors il peut tout faire. C'est pas normal. Et là, le capitaine a perdu sa parcelle ainsi. C'est ainsi que pour sa dernière parcelle ici, il a dit non, je ne peux pas perdre cette parcelle parce qu'elle est à 300 mètres du fleuve, contiguë à GG Marthe. Comment vous laisserez la parcelle qui serpente GG Marthe à l'entrée pour venir que vers la parcelle qui est derrière celle qui serpente GG Marthe? Vous voyez, on est où? Ah, ça il passe. Ça il passe, il passe. C'est qui oubliera, c'est qui ouvrira, c'est qui oubliera, c'est qui nan. Ah, ndeko oubliera. So, comme il va plus fort, alors que nous on cherche des gens forts pour aller nous faire la guerre là-bas. Là où on tue nos frères dans l'Est. Vous venez ici pour arracher les parcelles des individus, des inconnus, des gens qui se battent matin, midi, soir avec beaucoup de justice pour gagner leur argent. Ah, ça c'est vanité de vanité, tout est vanité. Disait Ecclésiaste. Il y aura un jour où les fameux messieurs, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, tout ça, ou vira, c'est qui n'a. Il n'y a pas au tigara mokili, il n'y a pas dans ma pangue. Alors, maintenant c'est dit qu'on termine avec cette histoire des ports d'armes. Aujourd'hui, les professeurs membres de la Poukine, après avoir perdu l'un des leurs, le professeur affecté de lettres qui a été tué lâchement par des criminels, demande qu'on puisse légaliser les ports d'armes, qu'on puisse autoriser les procès d'université de commencer à porter des armes pour leur sécurité. Votre réaction à chaud? Bon, en effet, M. Daniel Roland, d'abord, nous dénonçons avec une dernière énergie la victimisation dont les professeurs, la victimisation que subissent les professeurs, justement parce que... Donc vous-même aussi, vous êtes concerné parce que vous êtes un futur professeur d'université. Évidemment, nous sommes nous sommes des victimes potentielles. Vous savez, M. Daniel Roland, si les ports d'armes ne dépendaient que de la lucidité de la personne qui porte l'arme, le professeur seront autorisés d'avoir aussi les armes. Parce que ce sont deux personnes qui ont la présomption de connaissance, la présomption de la conscience personnelle, la présomption de la lucidité, la présomption de la responsabilité. Et quand ils sont victimes, en effet, le port d'armes, nous sommes dans un pays en développement. Ça aurait été mieux comme palliatif, puisqu'il en va de la sécurité des personnels académiques. Puisque nous sommes dans un état en développement, plutôt que de procéder par des ports d'armes, il serait mieux que l'université, cherchant à protéger les professeurs d'université,
puisse soumettre ou inclure dans des textes légaux, dans le budget et autres, la possibilité, ça ne dit même pas la possibilité, que l'université confie à chaque professeur un garde de corps. Vous voyez, un agent de sécurité muni de l'arme. Ce serait la meilleure palliative qui soit. Porter une arme n'est pas mauvais. Mais, vous voyez, il ne faut pas qu'on puisse tomber dans une banalisation ou une banalité d'armes à feu. Il faut que l'on sache que lorsque les armes sont données aux individus, c'est pour être utilisé à bon escient, certes. Il est aussi prévu, M. Daniel Roland, l'interdiction de port d'armes. Parce que, en principe, en droit, il y a une infraction de port d'armes. Une infraction, c'est-à-dire c'est lui qui porte une arme, M. Daniel Roland, on peut l'arrêter. Exception, c'est qu'il est possible de porter une arme lorsqu'on est muni d'une autorisation de se faire. Vous écrivez au secrétaire général, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur. Le secrétaire général vous répondra à cet effet, mais vous lui présentez au moins. Ne pensez pas qu'il y a des députés nationaux parfois qui ont des armes. Il y a des gouverneurs qui ont des armes de GP. Mais seulement comment ils l'ont, ces armes-là, comment ils les ont acquises? C'est au travers parfois des autorisations qui leur ont été données. Mais seulement puisque cela est une arme et qu'on est dans un pays en développement, ils n'aiment pas trop les sortir, tout ça. Mais quand il est en danger, ils l'utilisent. D'autres en ont même chez eux à la maison. Mais moyennant une autorisation, et il y aura des contrôles progressifs que vous allez commencer à effectuer, puisque cette arme vous sera donnée avec des balles bien comptées. Chaque fois, il faut aller faire des contrôles sur le nombre de balles qu'il y a et les numéros, tout ça se contrôle. Alors, c'est possible. Donc, plutôt que l'on fasse, le professeur, je crois qu'il ne cherche pas une autorisation individuelle. Parce qu'une autorisation individuelle, ça se donne, en tout cas, simplement, quand vous êtes, en tout cas, victime, M. Daniel Roland, oui, de certaines criminalités et autres, victime de la contrée où vous êtes, vous avez été victime, vous avez été blessé par des koulouna et autres, vous êtes dans une contrée où la criminalité bat son plein, vous voyez, et frappé parfois de plein fouet par la machette de ces criminels, qu'est-ce que vous faites? Vous allez solliciter une autorisation de port d'armes, mais en présentant tous ces éléments-là. Alors là, c'est pour porter une arme à titre individuel. Mais dans les cas d'espèce, au regard de la victimisation dont le professeur font objet, ils ont sollicité une autorisation générale. C'est-à-dire qu'il soit reconnu en République du Congo, à part les policiers, à part les gens qui ont des autorisations individuelles, les professeurs d'université sont autorisés aussi à porter des armes. Maintenant, s'ils doivent porter des armes, M. Daniel Roland, le problème c'est que c'est son usage. Vous voyez, ils peuvent aussi en abuser. Puisque si un enfant prend ça à la maison et on fait n'importe quoi, il n'y a pas longtemps, on entend parfois parler que tel enfant d'une autorité était sorti, était allé dans un bar, boire et puis il a tiré, il a pris l'arme où, ainsi de suite. Donc pour éviter tout ça, ce serait mieux dans l'état actuel de notre pays que l'on puisse seulement mettre aux frais de l'État la sécurisation de professeurs en leur confiant les personnels de sécurité munis d'armes. Par exemple, le policier. Il est possible de prendre un policier comme garde du corps, mais comme le professeur congolais, il est laminé, n'est-ce pas? Son patrimoine est très, en tout cas, médiocre, un patrimoine qui n'est pas renfloué d'actifs, sauf s'il est impliqué dans la politique, puisque le professeur d'université, combien il prend par mois? C'est dans les 2 millions quelques. Alors vous vous imaginez qu'un professeur d'université, avec les minables moyens qu'il a, il doit encore débourser des moyens pour payer l'agent de sécurité ou la police. D'où on peut mettre aux frais de l'État le paiement de policiers qui peuvent les garder à ce moment-là, chez eux à la maison et circuler avec à tout moment. C'est simple ça. Maître Cédric Kantumba,
Merci pour tous les détails. Merci pour toutes les explications que vous nous avez données durant cette émission. Vous concluez l'émission. En tout cas, moi, je demande justice pour Mangui Tewasido Mathieu, qui en a subi trop pour son compte. C'est un militaire. Et je demande aussi au gouverneur, au ministre provincial, qui a démoli. On ne dit pas qu'il a tenté. Il a démoli sa maison de R+1. Donc, ça fait trop mal. Et on va accuser le ministre, non, même pas le ministre, on va accuser les gouvernements provinciaux, mais il faut parfois que l'on sache une chose. Autant que la nouvelle loi sur les affaires foncières a créé une forme de responsabilité spéciale pour le conservateur et le chef de division du cadastre, il serait aussi mieux, M. Daniel Rolland, qu'en matière de démolition, que l'on rende les autorités publiques individuellement responsables de certaines démolitions, dans la mesure où, quand il quitte son poste, puisqu'il est immunisé aujourd'hui, il dit qu'il agit pour les comptes de l'État. Mais il y a des choses qu'il va faire qui va dépasser les limites du raisonnable, ou les limites raisonnables. Mais comment on va s'en prendre à lui? S'il va se calfeutrer derrière, les immunités autres. Il serait mieux qu'on élabore un texte qui rendrait le ministre, excusez-moi, responsable individuellement des actes qu'il poserait, qui ne protégerait pas l'État, mais mettrait l'État à découvert, j'ai dit. Merci beaucoup, Maître Sedine Toumba. C'est un plaisir pour moi de partager ces plateaux avec vous dans cette édition spéciale ou tout au long de cette émission. On est revenu sur cette histoire de destruction des maisons anarchiques ici à Kinshasa. Cette altercation entre le ministre provincial Léon Moulumba, les frères de Jekoko Moulumba, ancien gouverneur de la province de Kinshasa, et les capitaines Mathieu, victime de cette mauvaise manière de faire les choses. On parle d'un fameux Oubira, si c'est qui, je ne sais pas. Merci pour tous les détails que vous nous avez donnés et toutes les explications qui étaient très importantes pour la population congolaise. J'espère que les autorités de ce pays vont suivre cette émission et surtout que les capitaines Mathieu a subi au nom de l'État des droits, on doit le remettre dans ses droits. Alors pour moi, c'est un plaisir de vous présenter cette édition spéciale. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République, vive la RDC, restons toujours fidèles.